2h du matin, dans le port de Cherbourg, les moteurs de 5 vedettes de guerre construites par les chantiers de Normandie retentissent. Quelques minutes plus tard, ces vedettes filent vers le large alors que personne ne s'en doute et ne s'en émeut, surtout des vedettes destinées à Israël. Et oui, c'est l'éphéméride du jour que l'on raconte ce matin avec vous, Laurence Kahn. Et oui, pour bien comprendre, revenons 3 ans en arrière. Nous sommes alors en 1966 et l'État d'Israël commande à la France 12 vedettes militaires qui doivent être construites par les chantiers de Normandie à Cherbourg. Au total, 2 contrats signés en 1965 et 1966, signés entre Israël et les constructions mécaniques de Normandie. Une entreprise fondée par Félix Amiot. Et il faut dire que depuis la fondation de l'État d'Israël, la France est un grand fournisseur d'armes de ses principaux alliés, au moins jusqu'en 1967, car à la suite de la guerre des 6 jours, la position française va changer au Proche-Orient et Charles de Gaulle va décréter un embargo total de la vente d'armes et de matériel militaire à Israël. Absolument, il en a un embargo sélectif concernant les matériels militaires français à destination de l'armée israélienne, mais voilà. Les navires ont été commandés avant cet ordre d'embargo. Malheureusement, sur les 12 commandés, seulement 7 vedettes sont livrées. Jusqu'en 1969, les 5 autres restent bloqués à Cherbourg. Et pourtant, les 5 vedettes restantes avaient bien été payées par l'État d'Israël et par conséquent, elles appartenaient alors au jeune État juif qui en a d'ailleurs besoin urgemment pour surveiller ses côtes. Oui, mais De Gaulle n'en a rien à faire et va même durcir le ton. En janvier 1969, après un raid israélien sur l'aéroport de Beyrouth en représailles d'un attentat commis contre la compagnie El Al, l'embargo décrété par la France devient total, alors qu'il restait encore les 5 bateaux à livrer. Et la France ne va donc rien céder, même pas Georges Pompidou qui va succéder à De Gaulle en 1969. Tout à fait, c'est même le contraire. En juin 1969, Georges Pompidou, qui venait de prendre la succession du général De Gaulle à l'Élysée, ne remet pas du tout en cause cet embargo, au contraire, même puisqu'il décide de réorienter davantage la politique étrangère française vers le monde arabe. Dans la balance, il y a alors à l'époque un important contrat d'armement en cours de négociation avec la Libye du colonel Kadhafi. Et pourtant, ça n'arrange personne, cette situation, ni Israël, ni les constructeurs normands. Bien sûr, à commencer par les constructions mécaniques de Normandie qui avaient alors, à l'époque, besoin de la commande israélienne pour rester à flot financièrement. Et puis, pour Israël, on l'a dit, ces vedettes devaient renforcer significativement ses forces navales, qui furent d'ailleurs leur gros point faible lors de la guerre des 6 jours. Et c'est là qu'Israël va mettre au point une opération très secrète, comme elle en a l'habitude, afin de récupérer ces fameuses vedettes de Cherbourg. Absolument, après tout un subterfuge. Ainsi, sous l'autorité de l'attaché militaire israélien à Paris, l'amiral Limon, qui fut chef d'état-major de la marine de son pays à seulement 26 ans, une audacieuse combine fut imaginée. Il s'agissait en effet de créer une société bidon de droit norvégien censée acquérir les 5 vedettes restantes. La transaction fut approuvée par les autorités françaises qui voient là un bon moyen de régler le problème de ces bateaux. Et malheureusement pour eux, c'était faux, évidemment. Une centaine de marins, techniciens, agents du Mossad israélien s'installent alors à Cherbourg pour monter cette incroyable opération. Et le soir de Noël 1969, une centaine de marins israéliens venus à Cherbourg dans la plus grande discrétion s'emparent des navires en toute discrétion, justement, avec le soutien de Félix Amiot et de son bras droit, Alain Corbinel. Prenant d'ailleurs le large dans des conditions météorologiques épouvantables, Laurence. Oui, mais malgré une météo très mauvaise, les bateaux filent droit jusqu'à Israël et arrivent à Haïfa le 1er janvier 1970. Ils sont repérés qu'en passant Gibraltar, moment où la presse va s'emparer de l'affaire. Et ils sont repérés quand même quelques jours avant, le 26 décembre 1969. C'est là que l'affaire d'ailleurs connaît un retentissement international. La presse relate l'enlèvement des vedettes par Israël au nez et à la barbe de la France. Et oui, une humiliation pour la France. D'ailleurs, le ministre de la Défense, qui était Michel Debré, sanctionna 2 officiers, le général Cazel et l'ingénieur Bonté, tous 2 chargés de superviser les exportations d'armes françaises. En tout cas, les navires, eux, arrivent bien à bon port, accostant Haïfa le 31 décembre 1969. Les 5 bateaux et leurs équipages sont accueillis en véritables héros par la première ministre de l'époque, Golda Meir. Mais comment ont-ils réussi ce tour de force, Ilana ? Pourquoi les douanes n'ont-elles rien vu ? Et pourquoi les Cherbourgeois ont-ils le sourire en constatant aussi la disparition des bateaux ?
C'est toutes ces questions qui restent encore en suspens aujourd'hui. Et avec les années, certains documentaristes ont essayé de percer le mystère. Oui, notamment le documentaire de Justin Le Carpentier et Vic de Mayo, sorti l'an dernier, baptisé Cherbourg, Haïfa, une histoire de vedette, un documentaire des réalisateurs qui ont tenté donc de reconstituer cette incroyable affaire. Et oui, un document inédit consacré à cette surprenante épopée dans laquelle ils ont mêlé témoignages du passé et réponses inédites pour nous raconter l'étonnante histoire des vedettes de Cherbourg. Et on souhaitait en parler évidemment ce matin sur Radio J. C'est une histoire que j'ai découverte, que je trouve assez incroyable. Absolument. Israël, vraiment très imaginatif visiblement. Merci Laurence pour toutes ces précisions, d'avoir participé à ce billet très intéressant avec moi. Les vedettes de Cherbourg, c'était donc notre page d'histoire ce matin sur Radio J.